Merci pour votre présence pour cette deuxième semaine des jeudis du confiné. On appelle ça comme ça, hein, puisque on a un peu d'humour et un peu de temps à passer. Et vraiment, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, l'idée c'est de partager. Donc, on n'est pas en mode conférence classique, on n'est pas en mode cours, on n'est pas en mode ce que vous voulez de manière très habituelle. L'idée, c'est de se dire, voilà, ce qu'on fait de manière un peu plus formelle de temps en temps en entreprise, en intervention, surtout François, hein, qui en fait beaucoup plus que nous autres, hein. L'idée, c'était de partager et de mettre tout ça en ligne parce que c'est sur des moments comme ça où on est un peu plus libre, même si je sais qu'on a tous une activité quand même à côté de nous. Bah, c'est le moment de prendre du recul, le moment de travailler, le moment de peaufiner, et surtout le moment d'apprendre. Ça, je pense que François, tu seras d'accord avec moi. Donc, semaine dernière, on a la première thématique, la première intervention, c'était sur le recrutement, hein, ce qui est notre métier historique. On a essayé de donner toutes les techniques de recherche sur le digital pour essayer de donner de la visibilité, on va dire, aux candidats. Et là, on voulait aborder avec François, puisque François, qui est spécialiste, hein, et qui connaît très bien le sujet et très engagé sur moi là-dessus, on voulait parler de robots et d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, je pense, et je pense que François, tu vas me rejoindre là-dessus, par mes connaissances, on entend tout et n'importe quoi sur les notions de big data, big brother, intelligence artificielle. On est plutôt sur une vision, on va dire, négative, on va dire, de la technologie. Et ça potentiellement, ça peut faire peur. On a vraiment l'impression que ce sont les robots, parce qu'ils sont plus intelligents que nous, parce qu'ils sont disponibles 100% en permanence, qui vont prendre la main des recruteurs et du métier de recruteurs dans les ressources humaines. Donc, François, je te laisse prendre le relais, hein. Je pense que tu seras aussi co-animateur de moi de cette web conférence. Je pense qu'on est en phase, hein, sur cette vision des robots. Complètement. En fait, d'une certaine manière, le titre qu'on a utilisé, qui est Demain tous recrutés par des robots, ça fait écho à tout un ensemble de questions, de demandes qui viennent à la fois des candidats et des recruteurs. En fait, pour poser assez régulièrement en conférence la question, c'est tout le monde est intéressé par cette logique d'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout le monde voit ça avec des yeux d'enfant, on va dire. Et puis au bout d'un moment, je pose la question, mais au fait, vous aimeriez être recruté par un robot? Quels sont ceux qui aimeraient? Je leur demande pour qui? Levez le bras, ceux que ça ne dérangerait pas. Et là, bah, personne ne bouge. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et d'une certaine manière, il y a aussi à avoir en tête, et ça c'est un point qui pour moi est extrêmement important, on a à mettre bien en avant le fait qu'une innovation n'est pas nécessairement un progrès. Je suis d'accord. Et que d'une certaine façon, l'innovation est en soi intéressante. Mais si on veut qu'elle devienne un progrès, ça sous-entend que nous nous en emparions, que nous voyons un petit peu comment tout ça, ça fonctionne derrière, et qu'on se repose la question de mais comment allons-nous travailler demain en matière de recrutement? Comment allons-nous être recrutés demain? Et d'une certaine façon, ces machins-là, ces algorithmes qui sont derrière, ça marche comment? Et comment ils vont entre guillemets, me regarder, m'ausculter, si tant est qu'ils le fassent d'ailleurs. Exactement. Voilà en gros. Et c'est un petit peu cette logique-là où on essaye de démystifier les choses, qui fait que, d'une certaine façon, on va essayer, si vous voulez bien, de regarder différents points. Tout d'abord, je fais partie de ceux qui disent que, pour le moment, le terme d'intelligence artificielle est véritablement exagéré. Ce sont des algorithmes puissants. Avant de parler d'intelligence artificielle, on a plutôt eu envie de parler de Big Day. Alors, on cherchait une image, vous savez, d'un rappeur avec des chaînes autour du cou. On n'a pas trouvé. On va parler d'abord de data. On va parler d'abord de savoir comment faire parler les données. Et là, c'est plus Frédéric qui va intervenir. Hein, c'est quoi l'application au monde RH, etc. On va aussi se dire, très, très bref rappel, hein, le recrutement, c'est une activité réglementée. On ne fait pas n'importe quoi. Exactement. Et très souvent, je vois
dans la presse, sur les réseaux sociaux, des choses qui me font froid dans le dos. C'est complètement inadapté à la réglementation française, européenne, RGPD, etc. Et on a de temps en temps l'impression d'avoir des apprentis sorciers qui se disent oh, c'est chouette, on va utiliser ça, et ils ne se posent pas la question du cadre, de l'éthique, etc. Mm-hmm. Le big data et le recrutement, ça a un impact et ça ouvre des perspectives. Et là, d'une certaine façon, on repassera de big D, donc big data, à big B, big brother. Mm. On va s'interroger sur les technologies de l'IA au service du recrutement, les champs d'application et quelques questions sur l'éthique, si vous le voulez bien. C'est un peu comme ça qu'on avait prévu les choses avec Frédéric. J'espère que ça vous conviendra, parce que de toute façon, le PowerPoint, il est prévu comme ça. Donc là, on n'a pas le choix. Mais ouais, voilà, on n'a pas le choix, mais toute personne qui le désire peut bien entendu nous interrompre. On est là aussi, comme le faisait remarquer Frédéric en entrée, dans une logique d'échange et de regard des différentes situations auxquelles on est confronté. Frédéric ? Donc l'idée, c'est vraiment de repartir, comme l'a dit François, sur une vision très opérationnelle et positive, on va dire tout simplement l'utilisation de ces technologies et le ramener ça, on va dire, sur un marché qui est quand même particulier, qui est le marché du recrutement et des ressources humaines. Attendez, je vais essayer de changer de slide, comme quoi, voilà. Donc, petit rappel de la technologie avant de démarrer là-dessus. Hein, je pense que vous avez tous une tous une connaissance de l'évolution d'Internet. Mais comme vous le savez tous, à chaque fois qu'une technologie apparaît ou à chaque fois qu'une technologie évolue, il y a de nouveaux usages. Et ça, quand on se passe dans le secteur du recrutement et des ressources humaines, hein, et j'en connais un qui est juste en bas à droite, qui est Lionel, on a travaillé ensemble, il en est le garant. À chaque fois qu'une technologie est apparue, elle a donné forcément naissance à des applications liées à l'emploi. Donc si on prend l'évolution du canal Internet, hein, ce seul canal, pour remémorer un peu les choses, naissance technique d'Internet dans les années 80, donc là c'est vraiment l'apparition technique d'Internet. Années 90-95, on n'est pas hyper précis sur les dates, hein, naissance du WW, et dès l'apparition du WWW, sont apparus les premiers sites emploi. Mais à l'époque, dans ces années-là, on était vraiment sur ce qu'on appelait un Internet recrutement monocanal. C'est-à-dire que si on souhaitait recruter par ce canal qui était Internet, on n'avait pas d'autre choix que de passer par un site emploi gratuit ou payant pour déposer une offre d'emploi ou consulter ce qu'on appelle des CVTech. L'évolution technologique, pas une révolution, hein, malgré ce qu'on a pu entendre dire, avec l'apparition du Web 2.0, qui n'est que la version 2 d'Internet. Et pour la première fois dans l'histoire de ce canal, de ce média, on a donné la possibilité à des gens qui n'étaient ni techniciens, ni informaticiens, de pouvoir délivrer du contenu sur Internet avec un simple login mot de passe, et notamment avec l'apparition des premiers blogs. Et pour nos recruteurs, dès l'apparition des premiers blogs, c'était génial, puisque plus on donne la possibilité à des gens de s'exprimer, plus on nous donne la possibilité de trouver des compétences. Et là, dès l'apparition des premiers blogs, a donné naissance tout simplement à l'apparition des premiers réseaux sociaux. Un blog, par exemple, sur l'emploi, plus un blog très bien fait sur l'emploi, plus un troisième blog très bien fait sur l'emploi, les gens, quoi qu'on en dise, avec le canal Internet, se mettent en relation. C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle avec les youtubeurs. Et là, on est passé d'un Internet recrutement monocanal à un Internet recrutement, on va dire, multicanal, ce qui démultiplie les recherches. Année 2010, 2015, et c'était la thématique de la conférence de la semaine dernière, on est passé sur un Internet, on va dire Internet social, local et mobile. Il faut savoir que les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, représentent pratiquement un tiers du temps passé sur Internet. Donc si on est par-delà, si on ne prend pas en compte tout simplement cette donnée dans cette technique et ces méthodes de recherche d'emploi, on peut passer à côté d'une belle opportunité. Et là, dans les années à venir, puisqu'on est vraiment sur l'hypothétique et sur les années à venir, on sera réellement dans l'Internet des données. Comme on va le voir, on n'a jamais produit autant de données que sur ces années précédentes. Et là, forcément, si on parle emploi et recrutement, est-ce qu'on sera sur du recrutement prédictif? Est-ce qu'on sera sous une autre forme de recrutement ou même de ressources humaines? Là, c'est un vaste débat qu'on va essayer d'aborder. Donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'on a toujours l'impression qu'une technologie vient se substituer à une autre. C'est faux. C'est que les technologies et les canaux s'additionnent. Si on se place
dans la démarche du recruteur, qui est un métier opérationnel, bah, la démarche de recherche de candidats est de plus en plus chronophage. Comme pour vous, recruteurs. Il y a plus de canaux, plus il y a de canaux, et plus c'est compliqué, et plus ça devient chronophage. Pour nos recruteurs également, la recherche et identification de contacts de candidats nécessite de plus en plus une maîtrise technique, voire technologique. Les méthodes ont changé, les canaux ont changé, donc ça devient de plus en plus technique. Et enfin, surtout, la démarche doit être absolument globale. Donc, c'est quoi le big data en fait? François, tu reprends la main ou? Après, tu t'y connais autant que moi là-dessus. Bon, l'idée c'est vraiment de donner une petite définition simple, hein, tout simplement des big data, puisqu'on entend tout et n'importe quoi là-dessus. Comme vous le savez, hein, on ne va pas rentrer dans le détail de la production de données, mais on n'a jamais créé autant de données que sur ces 3-4 dernières années. Pratiquement, vraiment, tout ce qu'on a pu créer sur, on va dire, 10 000 années d'existence, on est capable de le faire en 2-3 ans avec l'explosion tout simplement des données et ce qu'on appelle l'infobésité. Et 90% des données, voire plus, hein, ont été créées ces 2 dernières années. Donc, comprendre le big data, c'est pas compliqué. Il faut se mettre à la place d'un ordinateur. Donc, un ordinateur, comment fonctionne-t-il? Ben, vous avez des données et l'ordinateur fait du traitement de données. Et la logique des big data, c'est quoi? C'est de créer des modèles sur la base de données et de traitement de données, donc créer des modèles qui vont gérer de la valeur. Mais tout ça ne repose en fait que sur la base d'algorithmes, donc de formules mathématiques. C'est pas compliqué à comprendre, hein. Données, traitement de données, on crée des modèles grâce à des formules mathématiques, et l'objectif de tout ça, in fine, dans la valeur ajoutée, c'est de créer de la valeur. Donc, les compétences, on va dire, dans la logique des data et des big data, c'est un mélange de tout ça, c'est de l'informatique pure, c'est un mélange de mathématiques, de statistiques, c'est aussi un usage métier. C'est-à-dire que lorsqu'on fait du recrutement dans les big data, notamment par exemple dans le secteur du transport, il faut avoir une logique mathématique, une logique informatique, mais aussi il faut avoir une logique métier par rapport à ça. Mais surtout, et ça c'est mon côté juriste qui reprend le dessus, c'est surtout un enjeu juridique et éthique. Et surtout, on le verra dans le domaine des ressources humaines, qui est un domaine qui est quand même réglementé et relativement bien protégé. Quelles sont les applications Monde RH, François? Quand on regarde bien, d'une certaine façon, l'utilisation du big data et des data dans le monde RH va essayer de couvrir des champs extrêmement larges. Et d'une certaine manière, en fait, on va reprendre des données avec pour ambition que de savoir explorer les données, les expliquer, prédire et agir. Et ces 4 champs-là, en fait, recouvrent les 4 champs de ce qu'on va appeler l'analytique RH. Et ce sont des statistiques. Le premier niveau, c'est le niveau explicatif. C'est cette logique d'explorer. Entre guillemets, descriptif, excusez-moi, c'est le niveau exploré. Le deuxième niveau, c'est l'explicatif. On va essayer d'expliquer les situations. Le troisième niveau, c'est le prédictif. On va essayer de prédire, généralement grâce à tout un ensemble de formules mathématiques qui relèvent, on va dire, vous savez, c'est les fameuses droites de régression, c'est toute la logique des corrélations entre les données. Et le quatrième niveau, agir, c'est le prescriptif. En fait, si vous voulez obtenir tel résultat, voilà ce que vous devez faire. Ces 4 niveaux-là, on va pouvoir les appliquer au départ principalement sur des données à caractère quantitatif. Ce qui explique que dans ce que je vous ai mis là sur l'écran, on va utiliser ces éléments-là en matière de recrutement, en matière de mobilité, d'engagement, de turnover, d'absentéisme, de performance, etc. Mais on va surtout voir, ce n'est pas tout le recrutement qui va être concerné, mais bien certaines parties du recrutement où les données que l'on va utiliser sont, entre guillemets, exploitables selon ces 4 champs. C'est-à-dire que, en fait, la difficulté qu'on a avec les ressources humaines, c'est qu'en RH, les données sont à la fois quanti et quali. Et on doit y faire extrêmement attention. Les données quantitatives sont des données extrêmement structurées. Et celles-là, elles rentrent très très bien dans un modèle mathématique. Les données
qualitatives sont assez peu structurées et elles rentrent assez mal dans des modèles mathématiques. Et c'est ce point-là que l'on doit regarder et sur lequel on doit faire attention. Et c'est ce qui explique aussi que quand on parle d'une application au monde RH, il ne faut pas croire que les algorithmes vont tout faire. Heureusement. Dieu merci. On a encore notre place dans l'affaire. Mais vous voyez que derrière tout ça, on a bien ces logiques d'HR Analytics, explorer, expliquer, prédire, agir, que l'on va appliquer à tout un ensemble de champs, pour autant que l'on dispose de données à caractère quantitatif, ou que l'on soit capable de traduire des données qualitatives en champs quantitatifs, ce qui sous-entend une transposition, une interprétation de la donnée et certains nouveaux modèles d'algorithmes qui existent, qui relèvent parfois de ce qu'on va appeler l'analyse sémantique. Donc, de manière globale et d'un point de vue opérationnel, hein, pour reprendre un petit peu ce qu'on avait fait aussi la semaine dernière, si on devait ramener ça sur un côté pratico-pratique, on va dire de l'usage du digital, des data et de l'extension, on va dire big data et intelligence artificielle, et dans une logique aussi recrutement, hein, puisque c'était l'objet de la thématique, le premier enjeu, c'est de trouver des candidats. Trouver des candidats, on verra aussi, mais peut-être trouver une autre manière d'élargir la recherche de candidats ou d'évaluer les candidats. Et de manière, on va dire, à plus ou moins long terme, c'est toujours le même enjeu et la même mécanique, c'est toujours un usage, on va dire, marque employeur et réputation, et un usage global communication. Donc, les enjeux sont toujours les mêmes, c'est de participer de manière directe et indirecte tout simplement à l'activité d'entrepreneuriat. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est réellement créer de la valeur. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est que on entend beaucoup de choses sur les big data, beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Les robots seront forcément meilleurs que nous. Les robots ont une intelligence supérieure, c'est ce qu'on nous dit réellement. Hein. Donc des algorithmes qui sont forcément beaucoup plus fins dans l'analyse. Mais de manière globale, si on se positionne de manière française et de manière simple et efficace, et moi qui suis juriste de formation, il faut jamais oublier que dans les ressources humaines, et je pense que François sera totalement d'accord avec moi, on est sur un marché qui est réglementé. Et on est sincèrement sur un des marchés qui est peut-être les plus réglementés par rapport à l'ensemble des autres marchés. Et on ne peut pas tout faire. Première étape, et ça c'est un bon rappel par rapport à ça, c'est que le recrutement est d'abord tout un tas de processus. Comme je le dis toujours, l'objectif c'est pas de recruter. L'objectif et la finalité de tout ça, c'est de faire en sorte qu'une personne, tout simplement, puisse intégrer un poste et remplir ses missions en fonction et tout simplement s'épanouir aussi dans une société. Donc le recrutement, c'est la conséquence et la finalité d'un processus très fin, avec 6 phases totalement différentes, sur lesquelles chaque étape est pratiquement réglementée. Et si on ne respecte pas la loi et les règles, sur chaque étape, eh ben, ça donne lieu à des sanctions, qui peuvent être des sanctions financières ou pénales. Donc on va passer, hein, puisque vous êtes pratiquement au courant de tout ça, mais on est vraiment sur des logiques, on va dire, de diversité, de discrimination. Donc chaque individu doit avoir accès à un traitement égal, tout simplement de sa candidature, de l'accès à l'emploi, en fonction de ses compétences, de ses aptitudes, et sa lutte de manière globale contre une volonté de lutte contre toute forme de discrimination. Petit rappel, quels sont les principaux motifs de discrimination? Voilà, trop jeune, trop vieux et trop femme. Hein. On a une petite infographie qui résume bien tout ça. On les a. L'âge, le genre, l'origine et le handicap. Et tout ça, qu'on soit un être humain ou un robot, c'est des choses qui doivent être prises en compte dans cette logique, tout simplement de sélection, de présélection, d'évaluation des candidats. Faut pas l'oublier. On est vraiment sur cette logique tout simplement de respect de l'égalité, de la diversité. Et là-dessus, ce sont des éléments qui sont très importants à prendre en compte dans cette logique d'usage des robots au service du recrutement. Big data et recrutement. Big Brother is watching you. Est-ce que c'est un point d'équilibre entre l'homme et la machine ou c'est plutôt la machine qui va prendre le pas sur l'être humain? Donc, on a pris parti avec François de le faire à rebours. Déjà, ce qu'on pense des big data, tout simplement, dans le recrutement. Et généralement, ce qu'on entend de manière globale,
sur le marché avec une vision très pessimiste, on va dire, des choses. Et après, on essaiera de démontrer avec François plutôt une vision optimiste au service de l'être humain. Donc, lorsqu'on entend parler ou lorsqu'on lit des articles sur le big data au service des recrutements, bah, ce serait tout simplement des outils, en fait, ou un ensemble de technologies qui permettraient de recruter mieux, plus vite et moins cher qu'un être humain. Puisque la finalité est là, hein. Donc on pense que la machine est plus forte en fait que l'homme. Donc une machine qui permettrait de recruter mieux, plus vite et moins cher qu'un être humain. Donc le big data recrutement, ce serait en fait, si on prend toutes les étapes qu'on a vues dans le recrutement, qu'un super outil de présélection, donc de CV, tout simplement, ou de validation des candidats. Donc présélection de CV, c'est-à-dire que on a un flux de données qui arrive, un flux de candidats, on met la machine qui arrive et qui est capable de dire oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, beaucoup vite, beaucoup plus vite et mieux, et beaucoup plus objectif tout simplement que l'être humain, et de validation de candidats, c'est-à-dire qu'on va se reposer derrière la machine pour dire, écoutez, c'est celui-là, hein, puisqu'on, voilà, tout simplement, on a un ensemble de faisceaux d'indices, un ensemble d'éléments et d'indicateurs qui vont nous laisser penser que on va tout simplement par rapport à un certain nombre de données nous permettre de dire que c'est le candidat idéal pour le poste. Donc en fait, on ferait confiance absolue aux algorithmes et à la puissance de la machine plus que tout simplement la bonne pensée et le physique de l'être humain. Donc, tout simplement, on a oublié que le recrutement n'est qu'un temps de passage et comme j'ai dit, tout simplement la suite d'un long processus. Et si on limite tout simplement l'usage de ces machines, on va dire, pour présélectionner, préqualifier ou évaluer les candidats, tout simplement, c'est qu'on en oublie en fait que tout simplement, si on devrait faire appel à une machine, on devrait tout simplement faire appel à une machine de manière raisonnée et responsable, tout simplement sur l'ensemble d'un processus. Et n'oublions pas une chose, et là on va revenir sur du pratico-pratique, c'est bien de se dire qu'on va utiliser des machines ou des robots pour présélectionner, préqualifier ou nous aider peut-être à évaluer des candidats. Mais dans plus de 40% des cas, le taux d'échec d'un recrutement est lié à un manque d'intégration et d'accueil dans une entreprise. François, je pense qu'on est d'accord. Et là, c'est pas un petit robot, une petite machine qui va pouvoir prendre le relais, hein. Là-dessus, si on prend la finalité d'un processus de recrutement qui est de se dire, je recrute quelqu'un, cette personne s'épanouit dans sa mission, son poste et perdure dans la notion de performance au sein d'une entreprise, c'est oublier en fait que 40% des taux d'échec liés à un recrutement sont liés à la phase d'accueil et d'intégration du profil. Derrière tout ça, si on repositionne la logique d'utilisation de robots, on va dire qui seraient des outils pour mieux présélectionner, mieux préqualifier des contacts et pourquoi pas évaluer, c'est surtout en fait tout simplement ne pas oublier que, et ça c'est une obligation légale, que les candidats ont besoin d'authenticité, de transparence. Les candidats doivent avoir accès, tout simplement puisque c'est une obligation légale, sur la manière dont est évaluée et identifiée leur candidature, et surtout, tout simplement, comment elle est tout simplement jugée par rapport à ça. Ne pas l'oublier, c'est une obligation légale. Autre chose, ce que l'on pense en fait tout simplement des big data, ce sont des outils, en fait des mécaniques qui permettraient tout simplement de sécuriser le recrutement. On sait très bien, puisqu'il y a certains recruteurs qui sont en ligne, c'est que le recrutement est un processus qui coûte cher. Il y a beaucoup d'étapes, ça prend du temps, ça nécessite certains outils, certains usages. On fait déplacer des équipes, on fait des réunions, on reçoit des gens. Donc tout simplement, lorsqu'on est dans un processus de recrutement, on essaie toujours, un tant soit peu, de sécuriser un certain nombre d'étapes pour faire en sorte d'avoir le moins de taux d'échec par rapport à ça. Donc, on pense que les machines, à la place de l'être humain, seraient meilleures que nous pour mieux sécuriser le recrutement. Mais il ne faut pas oublier plusieurs choses. C'est que dans le recrutement, on essaie d'évaluer, lorsque je parle d'étapes d'évaluation, plusieurs éléments et plusieurs critères. Tout d'abord, et ça c'est, je dirais, le plus simple peut-être à évaluer, c'est un ensemble de critères objectifs. Vous recrutez un comptable, on va essayer de l'évaluer techniquement. C'est pas très compliqué. Vous recrutez, et je pense que Christian pourrait prendre le relais là-dessus, vous voulez recruter, on va dire, un informaticien ou un ingénieur, on le met en situation, on peut assez facilement, tout simplement, évaluer ses compétences objectives. Mais c'est ne pas oublier aussi que les compétences, on va dire, d'une personne ne se limitent pas qu'à ça.
on a ce qu'on appelle à l'heure actuelle les soft skills et des critères subjectifs qui sont autant déterminants que les critères de compétence au strict terme par rapport à ça. Donc Mais déjà, on a des critères qui sont très importants à identifier, ce sont des critères de valeur. Comme vous le savez, on est sur une société qui mute. On est sur une société où les gens, tout simplement, vont faire peut-être 4-5 ans dans cette société. Donc, on revient sur des choses qui sont pleinement authentiques, ce sont des critères de valeur. Donc, c'est vraiment identifier lorsqu'on est recruteur, donc pourquoi pas un robot, des valeurs qui rendent compatible tout simplement cette personne et ses compétences à une mission et un poste. C'est aussi des valeurs de travail. On peut avoir les mêmes valeurs qu'une société, mais pas forcément les mêmes valeurs dans le travail. Donc, lorsqu'on est recruteur, on essaie aussi de déterminer et d'évaluer tous ces critères de valeur qui font que la compétence, donc ces critères objectifs, soient compatibles avec les valeurs qui rendent possible une collaboration dans une équipe, une organisation. Et enfin, dernière chose également, c'est aussi quelque chose qu'on oublie bien souvent, c'est que vous pouvez avoir les meilleures compétences. Vous pouvez avoir également des personnes qui ont les valeurs qui vous rendent compatibles, on va dire, avec un travail, mais on n'est pas tous faits pour travailler dans n'importe quel environnement. Je pense que on a pas mal de participants ici qui ont fait du recrutement, et moi je fais beaucoup de recrutement, notamment dans la fonction commerciale. Vous pouvez prendre le meilleur commercial d'une société qui a eu les meilleurs résultats, qui a des valeurs qui correspondent tout simplement avec votre société, mais par rapport à ça, vous le changez d'environnement et du jour au lendemain, il perd ses moyens. Vous voyez, le recrutement, c'est vraiment un ensemble de choses. Il faut vraiment évaluer un ensemble de critères objectifs. Le plus simple, et toutes les méthodes, on va dire, du XXe siècle ont été orientées sur l'évaluation surtout des critères objectifs. Mais surtout, et ça c'est surtout aussi 40% aussi des taux d'échec dans un recrutement, c'est évaluer et sécuriser des critères subjectifs qui rendent aussi possible une collaboration à moyen long terme. Là, on arrive vraiment dans ce qu'on appelle, de manière globale et dans les ressources humaines, à la notion de performance. C'est vraiment quelque chose qui est réellement, vraiment hyper important, c'est modéliser vraiment la notion de performance. Et si on veut modéliser cette notion de performance, qui va reprendre en fait l'ensemble de ces critères, bah, il faut prendre en compte plusieurs choses, et qui sont des choses en fait qui sont purement liées, on va dire, à l'être humain et liées à une société, c'est le rôle du management. Vous pouvez avoir tout simplement une société à l'instant T avec des managers, on va dire, qui ont un mode de fonctionnement. Vous pouvez dupliquer cette société dans un autre contexte, le management sera plus le même. Donc il faudra modéliser la notion de performance avec des notions que sont le rôle du management, le contexte économique, on est pile poil dedans. Vous avez des sociétés qui fonctionnent bien à l'instant T, du jour au lendemain, vous changez le contexte économique, comme c'est le cas à l'heure actuelle, vous changez totalement les données et les data. Et enfin aussi, il faut prendre en compte un certain nombre de critères, contexte social, contexte culturel, etc., etc. Donc vraiment, si on veut utiliser la notion de données et de big data, on va dire, au service du recrutement des ressources humaines, bah, il faudra qu'on arrive un jour à essayer de modéliser la notion de performance. Enfin, on pense que le recrutement, on va dire, par les big data, dans un schéma, on va dire, encore plus avancé d'intelligence artificielle, permettrait de faire du recrutement prédictif. On anticipe tout, on prévoit tout, on met des cadres, on essaie de tout modéliser, de tout schématiser par rapport à ça. Mais pour amener ça de manière globale à un être humain, et par rapport aux critères que nous avons vus avant, qui est la notion de performance, la notion de contexte économique, social, la notion de critères objectifs, subjectifs, de valeurs, et un ensemble de tas de données qu'on doit prendre en compte, mais est-ce que c'est pas déjà la vocation d'un recruteur et d'une opération de recrutement que d'anticiper la capacité d'un individu à s'intégrer dans une organisation? C'est ça notre boulot. Notre métier en tant que recruteur, et là je défends le recruteur en fait, non pas comme un producteur, hein, mais comme un spécialiste, on va dire, des ressources humaines, c'est notre vocation d'anticiper tout ça. Bref, on n'a pas forcément toutes les données, toutes les informations, mais c'est surtout, on va dire, ce qui fait la force d'un être humain et la force aussi de capacité d'écoute et d'analyse, qui est de se dire, voilà, on pense que cette personne-là est capable tout simplement de s'intégrer dans une société, elle est capable de remplir ses missions, et là, c'est vraiment la vocation de l'être humain. François, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Je partage tout à fait. Et un point important qu'il faut retenir dans ce que tu viens de dire, c'est que d'une certaine manière, le recrutement algorithmique n'est pas encore pour demain, simplement parce que d'une certaine façon, aujourd'hui,
au-delà des critères objectifs, il y a les critères subjectifs. Tout à fait. Et que, d'une certaine façon, les algorithmes, généralement, savent assez mal remplir les trous. Et d'une certaine façon, il y a tout un ensemble d'éléments où, d'une certaine manière, si l'on cherche à faire un recrutement est pour moi toujours prédictif. On est là pour dire, OK, la personne va être en capacité que de s'intégrer demain dans l'entreprise. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, l'algorithme ne sait pas remplir les trous. Le troisième point, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est que d'une certaine façon, quand on regarde bien, si on veut essayer de formaliser tout ça avec des méthodes statistiques, etc., qui dit méthode statistique dit logique de corrélation. Tout à fait. Logique de corrélation, elle peut fonctionner comment? Vous allez faire des statistiques sur un échantillon de 10 personnes? Certainement pas. C'est ce qui explique, d'une certaine façon, que ces logiques de recrutement prédictif ou algorithmique peuvent au départ fonctionner sur des gros volumes. C'est une logique de volumétrie. Dire que telle personne ira bien dans tel type de poste, pourquoi pas? Mais si vous avez un grand nombre de postes à pourvoir et un grand nombre de recrutements à effectuer, ça nécessite, pour que ça fonctionne, un volume important de données. Ça nécessite donc, comme l'a dit très clairement Frédéric, des modèles validés, notamment celui sur la performance, la capacité à occuper un poste. Puis ça sous-entend aussi une certaine forme d'intégrité des données. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir un grand volume de data, ce n'est pas le tout d'avoir un grand volume de postes, etc. Si vos données sont biaisées, vos résultats seront biaisés. C'est la logique statistique. C'est aussi pour ça qu'il y avait ce petit rappel tout à l'heure sur la partie discrimination. Parce que si votre entreprise s'est livrée de manière inconsciente, j'en suis intimement persuadé, à des logiques de recrutement où tout un ensemble de biais ont été mis en place, le fait de travailler sur des données qui sont biaisées va nous amener à répéter des biais. Et d'une certaine façon, on a tout un ensemble de choses qui viennent nous dire vous devez respecter les obligations légales et la déontologie RH. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est normalement le slide suivant de mémoire, Frédéric. Tout à fait. Voilà. Hein, d'une certaine façon, la France a toujours eu une certaine habitude dans le formalisme juridique. Bien. Mais moi, je tiens tout d'abord à souligner, je vais dire, l'intelligence et la clairvoyance des gens qui ont travaillé sur la loi informatique et liberté en 78, qui, déjà à l'époque, alors qu'on ne parlait pas de web, on ne parlait pas de tout ça, qui disait qu'aucune décision de sélection de candidature impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement informatisé. Cette phrase est d'une modernité incroyable. Exactement. De la même manière, hein, il y a la nécessité de transparence, être informé sur les raisonnements utilisés. C'est encore plus clairvoyant. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle d'algorithmes et de machine learning, on ne voit plus le raisonnement qui est utilisé derrière. Tout à fait. Ça fait parfois appel à des raisonnements statistiques et mathématiques tels que le commun des mortels n'y a absolument pas accès. C'est ce qui explique d'une certaine façon que la majorité de ce qu'on appelle les ATS aujourd'hui sont dans l'illégalité la plus complète. Exactement. Voilà, mais d'une certaine manière, retenons une chose, retenons plusieurs choses, si vous permettez, c'est que d'une certaine façon, dans une opération de sélection et de recrutement, il y a toujours la nécessité d'avoir un choix reposant sur une décision humaine. Et ce choix doit pouvoir être expliqué. C'est d'autant plus important et ces éléments-là ont été, je dirais, renforcés par le RGPD, où d'une certaine façon,
savez, la loi informatique et liberté, je vais caricaturer, s'est beaucoup intéressé aux données. Le RGPD a repris la loi informatique et liberté et y a rajouté la logique de transparence et validation du traitement. Il y a les données et le traitement. Et d'une certaine façon, nous avons la nécessité que de garantir que les traitements n'ont pas de biais à l'intérieur. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes à avoir en tête. Ce contexte légal est très important et je dirais en tant que RH, il est aussi le garant de nos modes de fonctionnement et d'une certaine forme d'éthique professionnelle qui est à mettre en œuvre derrière. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Je parle en tant que recruteur, puisque j'ai fait quelques recrutements de data scientists, d'analystes data et ce type de profil. Donc, on a affaire généralement à des gens qui sont absolument bons et passionnés, on va dire, par tout simplement ce qu'ils font, par des recherches statistiques, mathématiques et tout le reste. Hein. Donc, le big data en entreprise, vous savez, pour résumer un petit peu tout ça, notamment lorsqu'on fait ce type de recrutement, moi, c'est ce que je disais à un DRH d'une grosse société, c'est vous prenez une piscine avec des balles, pardon, vous mettez un data scientist là-dedans, il va vous sortir avec une balle. Hein. Donc, quoi qu'il arrive par rapport à ça. Donc, déjà, la mécanique, en fait, là-dedans, c'est de se dire, OK, quand on est dans une logique d'usage, on va dire, du big data, que ce soit dans le recrutement ou dans une logique commerciale ou autre, hein, c'est déjà d'essayer de définir en amont, et ça, c'est logique d'entreprise, des objectifs. Voilà, pas d'objectifs, pas de recherche, pas d'orientation. Mais deuxième chose également, et ça, on oublie beaucoup, et c'est souvent le gros défaut, on va dire, des formations actuelles, on va dire, en ce qui concerne tout simplement cette mécanique-là, c'est que tout simplement, il faut former ces spécialistes métiers-là au droit. C'est-à-dire que c'est le droit qui dicte ces règles. C'est le droit et par extension l'éthique. L'éthique, c'est plutôt personnel hein, dans ces démarches-là. Mais ne jamais oublier en fait que vraiment, quoi qu'il arrive et quels que soient les pans de la société, et là encore plus dans le domaine des ressources humaines, nous devons avoir un cadre. Et nous devons, quoi qu'il arrive, avant de mener des études, des enquêtes et tout ce que vous voulez, respecter ce cadre. Donc, quelques questions à l'heure actuelle, on va dire, en ce qui concerne l'usage, on va dire, des robots, du data ou donc, quelques années plus tard de l'intelligence artificielle au niveau du recrutement. Quelle est l'acceptabilité par le candidat? Lorsqu'on parle de tout ça, et moi, c'est souvent l'échange qu'on a avec François hein, et d'autres personnes, voilà, on a beaucoup d'entreprises qui ne font qu'empiler tout simplement des logiciels. Un outil de gestion de candidature, des tests en ligne, ceci, cela. Bientôt, on va rajouter des robots recruteurs, soi-disant, etc., etc. Mais est-ce que moi, je suis capable de l'accepter en tant qu'être humain? Ça, je suis pas convaincu. Je confirme. Voilà. Donc, on parle vraiment à l'heure actuelle d'expérience candidat. Et il n'y a pas si longtemps que ça, donc on était sur un marché pratiquement du plein emploi. Là, on a une suspension d'activité, on va dire, temporaire provoquée, on va dire, assez brutalement d'ailleurs, par le Covid-19. Mais je me place, moi, il y a un mois de cela. Nous, en ce qui concerne notre activité, on était en pénurie absolue de candidats dans certains métiers. Donc, si dans certains métiers, par exemple, vous imposez aux candidats de faire ceci, plus cela, plus ceci, plus cela, bah, il n'est pas sûr qu'il accepte cette démarche de recrutement. Et comme nous sommes sur un métier et une vision très opérationnelle, bah, on va pas se passer, on va pas empiler des outils ou des méthodes qui ne seront pas acceptées par les candidats. Donc des fois les choses les plus simples, les plus authentiques, ce sont les meilleures. Donc premier critère et la bonne question à se poser, c'est est-ce que les candidats vont accepter ce qu'on va leur imposer? Deuxième chose également, est-ce que c'est pas une nouvelle forme de clonage? Vous savez, on veut toujours recruter le candidat idéal. On a Pierre qui est dans la société, on a Pierre qui quitte la société, on nous dit je veux recruter Pierre. Ah bah c'est super, donc on va recruter Pierre plus 1, Pierre plus 2, Pierre plus 3, Pierre plus 4, etc. etc. Donc faisons attention à tout ça. Est-ce que ces outils et ces formules mathématiques ne font pas focuser que sur tout simplement le modèle d'une personne, le candidat type, qui risquerait de provoquer des phénomènes de clonage qu'on rencontre déjà de manière actuelle, faut être honnête, par des marges de recruteurs. Deuxième chose également, est-ce que c'est pas recruté avec un rétroviseur? C'est-à-dire qu'on se base sur des données et de l'existant, et on va reproduire des schémas qui étaient antérieurs dans l'objectif de tout simplement sécuriser un processus de recrutement. Autre chose également, qui contrôle les algorithmes? Qui c'est qui est derrière tout ça? Qui contrôle les algorithmes? C'est quand même des formules mathématiques. Si on arrive à modéliser la notion de performance avec tout ce qu'on a vu auparavant,
Donc là-dessus, on aura quand même des données et des valeurs qui sont très importantes, mais qui contrôle tout ça? Les derniers modèles, vous savez, qui existent et qui sont prédictifs, on va dire, et qui sont à l'heure actuelle en application dans les ressources humaines, ce sont des modèles issus tout simplement de la finance, hein. On a vu ce que ça a donné il y a une dizaine d'années avec ces modèles, on va dire, purement économiques et financiers. Et enfin, on l'a dit et redit encore, est-ce que c'est bien conforme à la réglementation? En revanche, je pense qu'il faut ne pas voir que le côté négatif, on va dire, de l'utilisation de ces outils et ces usages, mais surtout vraiment avoir une vision plutôt objective. Moi, je pense qu'il ne faut jamais opposer, et je pense que François sera totalement d'accord et en phase avec moi, il ne faut jamais opposer homme et machine. Je pense que machine et homme sont complémentaires et la machine doit être tout simplement au service de l'être humain. Et comme me disait mon grand-père, il n'y a pas si longtemps que ça, une machine, quand ça me dérange, je débranche. Voilà. Comme un ordinateur, ça ne convient plus, je débranche. Je pense qu'on peut voir plein d'applications positives, on va dire, si on envisage tout ce qu'on a vu en amont. Donc, pour l'accompagnement du recruteur, peut-être pour évaluer les canaux de recrutement. Quels sont les canaux de recrutement les plus performants à utiliser en fonction du profil? C'est vrai, nous, quand on est recruteur et on utilise tout un tas de canaux de recrutement qui sont en plus démultipliés, on va dire, à l'heure actuelle avec le digital, les réseaux sociaux et tout le reste, c'est hyper compliqué pour nous de dire que tel canal sera adapté à tel profil pour envoyer le bon message de recrutement. Donc moi, en tant que recruteur, oui, je prends une application ou une méthode qui me permettrait vraiment de vraiment mieux identifier des canaux qui seraient mieux adaptés tout simplement à la population qui m'intéresse pour mieux tout simplement envoyer un message qui serait de qualité. Autre chose également, c'est que dans la démarche de recrutement, on se rend compte, que beaucoup de recruteurs, je ne parle pas des RH, hein, je parle surtout des managers opérationnels, sont pas très très bien formés tout simplement à passer des entretiens de recrutement et notamment sur la structuration d'un entretien. Moi, comme je le dis souvent, un entretien de recrutement, c'est comme un entretien commercial, c'est 80% de préparation. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans une logique quasiment mathématique hein, dans ces démarches-là, et 20% de feeling, donc l'être humain. Donc les 80% sont préparés. Sauf que dans une grande majorité des cas, et c'est ce qu'on rencontre beaucoup en société, les managers ne sont pas du tout préparés pour structurer un entretien de recrutement. Donc, quels sont les facteurs clés de succès dans un poste? Quelle évolution de carrière, etc. Si moi, un jour, je peux avoir une méthode, un outil qui va me permettre de tout simplement me permettre de mieux structurer mes entretiens et moins tout simplement être dans le côté subjectif, oui, en tant que recruteur, je prends. Qu'est-ce que tu en penses, François? Tout à fait. Mieux accompagner le recruteur, c'est peut-être aussi mieux aider tout simplement le recruteur à évaluer. Là, j'ai trouvé un slide qui était vraiment très sympa, issu d'une société qui s'appelle Precepta, hein, qui est vraiment spécialiste hein, dans l'usage du data et du big data. On peut se rendre compte en fait que l'usage, on va dire, des outils recrutement liés au big data aurait une valeur ajoutée en ce qui concerne, vous voyez en bas à droite, la population, on va dire, non qualifiée. On a toute une catégorie de population en France qui ne sait pas rédiger un CV, qui ne sait pas forcément se vendre, qui ne sait pas réellement, on va dire tout simplement, candidater, on va dire, sur Internet. Et vraiment, si on met à disposition des outils d'aide, tout simplement, au recrutement auprès de cette population, on va dire, non qualifiée, oui, dans ce traitement d'un volume d'informations sur une population qui est beaucoup plus importante, là, le data et les big data auraient une énorme valeur ajoutée parce que ça permettrait à des gens qui ne sont pas forcément, on va dire, bien calibrés pour se présenter, ou qui n'ont pas l'usage, on va dire, des bons canaux, tout simplement d'émerger, on va dire, par rapport à d'autres profils. François, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je pense que rien de particulier sur ce graphique-là. Il illustre bien aussi le fait que, d'une certaine manière, tu parlais tout à l'heure d'empilement d'applicatifs. Moi, parfois, je parle de risque de gadgetisation de la fonction. On veut un gadget, etc. Ça fait bien, et tout cet ensemble-là. On voit bien que, d'une certaine manière, il y a recrutement et recrutement. Il n'y a pas de recrutement identique. Et que, d'une certaine façon,
tout ceci nécessite une véritable intelligence des situations qui fait que l'on utilisera les bons outils au bon moment et que l'on repensera en fait, et que l'on doit repenser, excusez-moi, la place des outils technologiques dans le recrutement. Et c'est ce qui nous amène d'une certaine façon à toute la problématique liée à l'IA, d'une certaine façon. Et si tu veux bien, Frédéric, non, ouais. C'était mon dernier On slide. va passer au suivant. Hein, je reprends la main parce que c'est ton intervention passer. après. On a un petit peu anticipé. Vraiment, si on est dans cette logique de se dire que les data, les outils, hein, sans être dans le délire technologique et comme tu le disais François, du millefeuille technologique qui ne sert strictement à rien, hein, puisque dans le recrutement on est sur une vision et un métier très opérationnel. Oui, si on avait des outils, on va dire intelligents qui nous permettraient de mieux évaluer la qualité d'un recrutement, tout simplement, ça nous permettrait vraiment de gagner dans la qualité du processus et de participer vraiment à l'amélioration de ce qu'on appelle l'expérience candidat et aussi tout simplement l'expérience collaborateur, puisque les candidats sont de futurs collaborateurs. Donc c'est vraiment mieux anticiper le recrutement, mieux gérer un vivier qu'on peut avoir dans une société, être capable d'identifier en interne tout simplement les attentes, les aspirations personnelles des personnes pour leur présenter d'autres opportunités. Bien souvent, et c'est le cas dans beaucoup de sociétés, on a les compétences en interne. On les a, les compétences en interne. On n'a pas forcément besoin d'ouvrir le poste en externe parce qu'on n'a pas réussi à identifier ces signaux faibles qui font qu'une personne avec un minimum d'accompagnement de formation nous permettrait de proposer la bonne opportunité. Donc oui, là, tout simplement, si on avait ça en termes d'outils pour accompagner le recruteur et le responsable RH dans cette démarche-là, ça nous apporterait beaucoup plus de finesse dans l'expérience candidat et collaborateur qu'on serait capable de proposer dans un processus de collaboration. François, à toi. Oui, alors, en fait, ce que tu viens de dire là, Frédéric, est extrêmement important. Parce que, d'une certaine façon, ces outils ne font pas que venir bousculer le fonctionnement des recruteurs, mais doivent être intégrés dans une logique et dans une réflexion plus globale sur comment je vais manager les talents à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est déjà un premier point. Mais pour en revenir au sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est celui de l'utilisation de l'IA dans le recrutement et des robots, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de regarder un petit peu en quoi l'IA participera véritablement demain au recrutement et d'une certaine façon, quelles sont les limites. Avec un élément à avoir en tête, c'est que d'une certaine façon, là j'ai repris quelques coupures de presse, elles sont peut-être un petit peu anciennes, hein, mais elles montrent bien certaines limites. Hein. Alors, au départ, on a tout un ensemble de coupures de presse qu'on a vues, trouvées, du style une intelligence artificielle utilisée pour étudier les CV des candidats, c'est génial, ça permet d'aller plus vite. C'est vrai que de ce point de vue-là, une IA ira toujours beaucoup plus rapidement que nous. Mais il y a des biais. Amazon qui met fin à un programme de recrutement, l'IA était devenue sexiste. Elle n'était pas devenue, elle l'était, point. Tout à fait. Mais elle avait été formée ainsi. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure concernant les biais. On a des choses où on nous parle de Vera, le robot recruteur, qui a été licencié parce que ça ne marchait pas. Et puis, on a aussi tout un ensemble d'apprentis sorciers en ce moment où on dit bah oui, mais on va mettre des IA, vous allez faire des entretiens vidéo, et puis en fonction de ça, on saura si vous avez dit la vérité ou pas la vérité. On va détecter les émotions, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle émotionnelle. Quand on regarde bien, c'est quand même un petit peu des pratiques d'apprentis sorciers. Et je pense qu'il est absolument nécessaire tout d'abord de bien se poser la question de savoir ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, alors, globalement, il y a la date de 1956, Dartmouth, en fait plutôt 1955 pour l'invitation à la conférence de Dartmouth pour des mathématiciens de la complexité, j'en passe, c'est les meilleurs. L'idée de l'intelligence artificielle, c'est en fait tout un ensemble de techniques et technologies que l'on regroupe et qui ont pour objet que de
donner l'impression, faire une certaine forme de simulation du fonctionnement humain face à un problème. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que d'une certaine façon, on a tout un ensemble de choses qui concernent le traitement de la parole, de la vision, des déplacements dans des espaces à 3D, etc. Tout ce qui va tourner autour de du traitement du langage naturel et de l'apprentissage. Aujourd'hui, dans le monde des ressources humaines, en fait, quand on regarde bien, les éléments qui sont véritablement utilisés relèvent de l'analyse sémantique, le traitement du langage, de l'apprentissage et d'un vieux machin qui date des années 90, qui s'appelait les systèmes experts. Les systèmes experts, pour ceux qui s'en rappellent, dans les années 90, c'était des cogniticiens qui discutaient avec des experts et modélisaient la façon dont l'expert travaillait. Entre guillemets, on faisait l'arbre de décision, on descendait, etc. Et on essayait de répéter tout cela. Les systèmes experts, c'est une branche de l'IA assez ancienne, hein, mais le problème, c'est que lorsqu'on change des règles de fonctionnement, il faut rechanger le moteur d'inférence du système expert. Dans les années 88-90, ont commencé à apparaître les algorithmes dits de machine learning. Alors, il y en a de différentes sortes. Aujourd'hui, les seuls sur lesquels il y a des progrès véritablement, ce sont des algorithmes de machine learning reposant sur des approches statistiques. Et ça nous renvoie à la logique du big data. On n'est pas sur du symbolique, on est sur du statistique. Et ce faisant, c'est quoi? Globalement, en fonction des données qui arrivent, la machine infère, le terme est celui-là en statistique, la machine infère des règles de gestion. Elle va identifier des corrélations, qu'elles soient linéaires, logarithmiques, multivariées, mais j'en passe, c'est les meilleurs. Pour vous donner un simple exemple, sur une enquête de climat social où j'ai utilisé ce type de technique, on a réussi à démontrer, ce n'est valable que pour l'entreprise en question, attention, hein, que le niveau et la qualité de l'ambiance de travail étaient en fait fonction de 11 variables différentes. Si je travaillais sur ces 11 variables-là, j'étais sûr de maximiser l'ambiance de travail, donc côté sympa, dans l'entreprise. Ce qui permettait de dire, oui, mais à ce moment-là, on va travailler à tel et tel et tel et tel plan d'action. Ces éléments de machine learning, ça boucle. Et ça apprend au fur et à mesure, c'est-à-dire que plus vous rajoutez de données, plus on affine les règles, plus on modifie les règles, plus on modifie les données, etc., etc. Et c'est un système cumulatif. En matière de recrutement, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, Frédéric le disait, on a parfois des empilements de situations. Il a montré également un schéma où le recrutement était un ensemble de tâches, les unes en dessous des autres, 6 grandes phases. On a des modèles à 15, on peut avoir aussi des modèles un petit peu à 4, comme celui-là. Tout d'abord, premier principe, l'IA ne remplace pas un métier. Toutes les études qu'on peut voir sur l'IA va détruire les métiers, etc., de toute façon, elles sont toutes biaisées, elles sont toutes fausses. C'est vraiment du grand n'importe quoi. D'accord. De toute façon, vous voyez bien, vous avez du moins 48% des métiers, plus 3%. C'est un grand écart. De toute façon, il y a de tels biais dans la réalisation méthodologique de ces études que c'est un scandale qu'on les relaie. Mais ça, c'est un autre débat. L'IA, en fait, vient se substituer à tout un ensemble de tâches. Et la question, c'est de savoir à quelle tâche elle se substitue. Sous-entendu, à quel endroit du processus du recrutement je vais pouvoir utiliser des algorithmes à base d'IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut d'abord travailler à définir. Et d'une certaine façon, ça va définir le besoin de l'entreprise. L'IA peut servir à définir toutes les caractéristiques d'une bonne performance au poste de travail. Quels sont les éléments qui montrent, quels sont les points de corrélation qui montrent que, d'une certaine façon, si telle personne a telle et telle et telle caractéristique, il sera performant au poste. Ça sous-entend d'avoir un grand nombre de postes, etc. Ça peut nous aider, par exemple, à identifier les meilleurs canaux de recrutement. Tout à fait. Ça peut nous aider à concevoir des tests.
et à avoir des tests les plus adaptés. Ça peut nous aider aussi à la rédaction d'annonces en regardant et en voyant si, en fonction des termes utilisés à l'intérieur des annonces, la réactivité de tel et tel profil est meilleure ou pas. Vous voyez, en fait, ce n'est qu'une analyse statistique. Et le risque que l'on a là-dedans, c'est, comme l'indiquait tout à l'heure Frédéric, c'est d'essayer de recruter avec un rétroviseur. Parce que ce sont des données que l'on a en interne et d'une certaine façon, c'est plus que le clonage. Mais on va recruter sur la base de données qu'on a avant. Or, un recrutement, c'est aussi se poser la question de l'organisation, de la modification du contexte du poste et des choses comme ça, pour essayer d'avoir une bonne adéquation. Quand on travaille sur un recrutement, on ne travaille pas que sur la sélection d'une personne, on travaille aussi sur le regard que l'on peut avoir sur le poste. Le deuxième niveau, c'est sourcer. C'est le sourcing. Alors aujourd'hui, il y a un métier qui existe, que certains valorisent, je trouve parfois un peu de manière inconsidérée, c'est celui du sourcing. C'est une étape importante. Mais un bon sourceur, est-ce que c'est simplement quelqu'un qui sait, entre guillemets, utiliser des règles basiques de poser des mots-clés, faire du et du ou est-ce que ça ne va pas au-delà? D'une certaine façon, si, entre guillemets, quelqu'un qui fait du sourcing, c'est simplement un robot qui explore une base de données, etc., on ne va pas aller bien loin et on les remplacera par des robots. Tout à fait. La troisième étape, c'est celle de la sélection. Alors ça, c'est le grand fantasme. Participer à la sélection des candidats, la captation des émotions, par chatbot, etc., etc. Très honnêtement, on n'y est pas. Non. Et la quatrième étape, c'est l'évaluation du processus. C'est en fait le suivi du processus de recrutement. Si tu veux bien, Fred. Oui. Tu veux qu'on prenne toutes les étapes une par une ou? Je vais les prendre très très vite, simplement. D'accord, allez. Voilà. Donc, vous voyez, dans la première étape dans la première étape qui est définir, on va surtout utiliser du machine learning, de l'apprentissage pour identifier les éléments qui sont les facteurs clés de succès. On va analyser les retours de campagne de recrutement, on va concevoir des tests, on va avoir de nouveaux systèmes qui vont permettre de rédiger des annonces plus percutantes. Mais tout ça, ça nécessite de travailler sur un grand volume de données, car il s'agit de pistes et de recommandations reposant sur une analyse statistique. Le risque est de recruter avec un rétroviseur. Et puis, un risque important, qui est peut-être le plus important, en fait. Il faut faire attention à ne pas se cacher derrière la machine pour prendre des décisions. Pour revenir, en fait, Excuse-moi. Pour revenir en fait à ce que tu dis, on va dire, et sans revenir sur tout simplement la logique de machine, nous on se rend compte, on va dire, en étant intermédiaire de recrutement, que bien souvent, on a des recruteurs qui ne savent pas décider. Et comme je dis toujours, moi décider c'est faire des choix. Donc accepter aussi de se tromper. Et on a affaire de temps en temps à des recruteurs qui veulent empiler, on va dire, ce que j'appelle moi les faisceaux d'indices. Voilà, tous les faisceaux d'indices pour minimiser le risque, on va dire, de recrutement. Sauf qu'à un moment, on va dire, il faut prendre des décisions, il faut choisir. Et de temps en temps, nous, en tant que cabinet, puisque nous sommes intermédiaires, on sert aussi de pare-feu, on va dire, à des personnes qui ne savent pas décider par rapport à ça. Donc, je te rejoins là d'un point de vue opérationnel et puisqu'on le vit déjà en fait au quotidien sans l'utilisation de robots, parce que ce ne serait que dupliquer tout simplement ce que fait l'être humain avec tout simplement une puissance de frappe qui serait beaucoup plus importante. On va passer au suivant, très rapidement. Sourcer, je ne vais pas revenir sur... voilà. D'une certaine manière, dans ce que je vous ai dit, sur la base des mots-clés, etc., on va faire tout ça. Mais il y a plusieurs choses. D'une certaine manière, il faut faire extrêmement attention sur les biais, sur le syndrome de la boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on a sorti tel profil plutôt que tel autre, parce que les algorithmes sont, entre guillemets, programmés eux-mêmes par la machine. Et d'une certaine façon, tout ceci nous amène en matière de sourcing à un véritable problème qui est celui de la confiance que l'on peut avoir en ces algorithmes.
Et d'une certaine façon, l'absence de confiance, ça peut poser problème. Concernant la sélection, et là, je pense qu'il y a si tu permets. Oui. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, pardon, excuse-moi. Voilà. J'aime bien l'article qu'a fait Laurence de Villers dans les Échos. Alors, Laurence est une enseignant-chercheur au l'INSEE et c'est une spécialiste de l'intelligence artificielle émotionnelle. Et d'une certaine façon, quand on discute avec elle, elle dit oui, mais on n'a pas ça avant plusieurs années. Et on voit bien d'ailleurs, pour parler d'IA et d'un autre secteur qui est celui de la voiture autonome, certains disent pas avant 40 ans. Il faut faire extrêmement attention au discours marketing. Mm. Et puis surtout, je pense que l'un des vrais points sur lesquels il faut que nous soyons extrêmement attentifs, c'est que nous ne sommes pas des apprentis sorciers. Oui, tout à fait. Nous ne jouons pas avec nos candidats, nous ne devons pas jouer avec nos collaborateurs, parce que une mobilité, c'est un recrutement interne. Qu'est-ce qui empêcherait d'utiliser tout ça dans les éléments internes? Vous voyez, ça, c'est des points sur lesquels il faut avancer et sur lesquels il faut être véritablement en questionnement. Si on peut aller sur la petite vidéo, si tu veux bien. Ok, celle-là, allez, on y va. Voilà. Elle est merveilleuse. Celle-là, j'aime bien, elle est là pour faire réfléchir. Après les siècles d'humanité, le tout est inutile. Il serait fou de penser que l'homme peut encore nous étonner. Comme vous le savez, l'avenir appartient à la puissance des algorithmes. Il ne faut pas croire que l'imagination est infinie. En vérité, la force, c'est le calcul. C'est insensé de penser que certains en doutent. L'intelligence est désormais artificielle. Vraiment. Vraiment? L'intelligence est désormais artificielle? Certains en doutent. C'est insensé de penser que la force, c'est le calcul. En vérité, l'imagination est infinie. Il ne faut pas croire que l'avenir appartient à la puissance des algorithmes. Comme vous le savez, l'homme peut encore nous étonner. Il serait fou de penser que tout est inutile. Après des siècles d'humanité, notre intelligence est créative. J'aime beaucoup, vous voyez, tu peux la couper parce que ça prend pas mal de bande passante quand même, et revenir sur le texte précédent si tu veux bien. J'aime beaucoup cette petite vidéo de Patrick Storey, qui est un de nos amis, et qui montre bien d'une certaine façon que, vous savez, c'est l'histoire de ces no japonais où d'une certaine façon, le couteau, c'est quelque chose qui peut vous tuer si je vous le plante dans le ventre, mais ça peut vous aider aussi à vivre si je m'en sers pour couper la nourriture. Et bien, l'IA, c'est tout ça. Et tu peux revenir sur le slide précédent, s'il te plaît, Frédéric? Tu peux le faire. Voilà. Hop, voilà. Et d'une certaine façon, cette petite vidéo, pour moi, elle pose tout un ensemble de questions. Et une fois qu'on a vu que, en fait, les algorithmes viennent se substituer à certaines tâches, on a bien compris que l'IA ne s'est pas recrutée. On sait que l'IA sait prendre en charge certaines tâches et pas d'autres. On sait que la qualité du travail de l'IA est elle aussi sujette à caution, simplement parce qu'elle est nourrie de nos propres problèmes. L'IA, c'est quelque chose qui progresse vite, c'est quelque chose qui va vite, qui peut servir d'une certaine façon dans de grands volumes, d'une certaine façon. La correction des biais est aujourd'hui l'un des points de blocage dans une utilisation véritablement généralisée. Et moi, il y a quelque chose qui m'étonne toujours, c'est toute la problématique de la socialisation et de l'éducation de l'IA. En fait, quand on parle de machine learning, on parle d'apprentissage artificiel. Et derrière le terme apprentissage, on met tout et n'importe quoi. On a tous entendu parler de ces IA qui sont devenus nazis. Pourquoi? Parce que l'IA, elle a appris et on lui a appris toutes sortes de conneries. Mais, entre guillemets, quand vous envoyez vos enfants à l'école, ils y vont dès la naissance? Non. En fait, les enfants, quand on les envoie dans le système éducatif, quand on les envoie se former,
ils ont été déjà en grande partie socialisés. Il y a la notion du bien, du mal, des choses comme ça qui sont là derrière. Et aujourd'hui, les systèmes de machine learning sont des systèmes, quand ils ne sont pas régulés en amont, quand ils ne sont pas socialisés, sont capables d'apprendre les pires conneries. Le véritable enjeu, c'est cette socialisation l'IA. Cette socialisation qui est d'ailleurs extrêmement compliquée parce que, d'une certaine façon, nous savons bien que le rapport au bien et au mal est extrêmement culturel. Que, d'une certaine façon, chacun peut avoir sa vision de l'éthique, de la morale, de la déontologie. Ce n'est pas si simple. Mais aujourd'hui, on a aussi la force d'avoir une IA qui, reprenons les biais de genre. Nous avons recruté que des hommes bien payés, etc. Les femmes, non. Désolé, mesdames, qui êtes connectées, ce n'est pas du tout mon style, hein, mais voilà. Mais d'une certaine façon, pourquoi former des IA avec des bases de données qui sont biaisées, alors qu'en fait, on pourrait former des IA à identifier les biais en amont. On forme une IA à identifier les biais, on le fait tourner sur les bases de données, etc. On corrige l'état de la base et on utilise l'IA et on forme l'IA au recrutement, enfin à la sélection. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, tout le problème, c'est que de temps en temps, on veut aller trop vite et d'une certaine façon, on a une logique où il y a des logiques financières, comme tu disais tout à l'heure, Frédéric, hein, ça prend du temps, etc. Alors qu'en fait, vous voyez, on devrait consacrer parfois plus de temps à l'identification des différents biais, etc. Tout ceci pose la question de l'éthique, de la confiance en la machine, etc. C'est des choses aussi, vous savez, alors moi je suis un vieux diplômé en IA, j'ai eu ma maîtrise d'informatique fondamentale en 88, vous voyez, donc option intelligence artificielle, ça fait ancien combattant, etc. Mais je me rappelle toujours d'un de mes profs qui me disait à données collectives, décision collective. Parce qu'à l'époque, Jean-Paul Delahaye, qui était l'un des monsieur IA pour l'Europe, posait bien certaines choses. Nous utilisons des données collectives pour des décisions collectives. Là, ce que l'on cherche à faire, notamment en matière de recrutement, c'est utiliser des données collectives et croire que l'on va travailler sur des situations individuelles. Il y a un hiatus là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'une certaine façon, je pense que si l'on veut utiliser au mieux l'IA en matière de recrutement, respectons ce que nous savons déjà faire. Données collectives, décisions collectives. Et on n'est pas sur la sélection individuelle de la personne, mais on peut préparer les choses. Reste toujours, de toute façon, la vraie question de savoir si les candidats sont et seront demandeurs dans les années à venir. Et tout ceci, ben, j'en suis pas si sûr, car malheureusement, les cailloux dans la chaussure sont en train de se multiplier. Et il faut bien être honnête, certains rigolos, entre guillemets, type Laurent Alexandre, je suis désolé Frédéric, hein, je ne peux pas m'en empêcher. Je savais que tu allais le faire. Mais non, mais donne une image de l'IA qui est apocalyptique, etc. Alors qu'en fait, l'IA, ce n'est rien d'autre qu'un outil qui est à notre disposition. C'est ce que nous en faisons. Comme disait ton grand-père de manière très juste, une machine, quand ça ne va pas, je débranche. La question, c'est quand va-t-on débrancher la connerie de certains commentateurs de l'IA qui n'y connaissent rien? Voilà ce que je voulais dire en la matière. Bon, moi, j'ai une petite réflexion qui est très sympa derrière, hein, une note d'humour, hein, parce qu'on est là aussi pour partager de Gaël, qui dit que les IA sont aujourd'hui beaucoup codées par des hommes, 11% sont des femmes, je crois, dans les métiers du data et des big data. C'est très juste. Mais je trouvais la réflexion hyper sympa et très juste par rapport à la vision sociale qu'on peut avoir de l'IA. Oui, l'intelligence des femmes est naturelle, c'est pour ça, elle n'est pas artificielle. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais Gaël, tu peux intervenir directement par micro. Hein.
Oui, en fait, je voulais pas couper la discussion, mais c'était juste effectivement pour ajouter sur le biais de genre qu'aujourd'hui, il y a quand même un sujet effectivement par rapport à l'IA. Je pense pas, parce que d'une certaine façon, bon, tout d'abord, on a certaines personnes comme Laurence. Hein, je pense que tu étais venu au tribunal des flagrants délires sur l'IA que nous avions organisé. Non, malheureusement. Donc, en fait, j'avais fait intervenir Laurence, je lui avais demandé de venir avec Jean-Paul. Elle prend de la place, quoi. Hein. Elle vaut à elle seule le reste, parce que c'est à la fois une femme médiatique, c'est une femme qui est une femme de conviction que j'apprécie beaucoup. Maintenant, le fait que ce soit 11% de femmes qui sont là pour concevoir des algorithmes qui, en soi, sont des algorithmes qui apprennent eux-mêmes, c'est pas trop gênant. Parce que d'une pour les biais dans la le et d'une côté avec entre guillemets, c'est ça. Et l'inquiétant, c'est que personne ne veuille véritablement regarder ça en face. François, merci. Donc, merci pour ton Je peux juste ajouter une chose, c'est dire. C'est toujours un vrai plaisir, on va dire, d'intervenir. Oui, Frédéric. Et là, je vais laisser la parole à Christian, hein, puisque c'est toi qui vas intervenir la semaine prochaine. Je pense que tu es vraiment dans la continuité de ce qu'on s'est dit, hein, qui n'est pas d'opposer l'homme à la machine et qui redonne vraiment de la croyance en l'être humain. Donc, je te laisse la parole pour ton teasing de la webconférence de la semaine prochaine. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien, excusez-moi. Oui, je voulais, avant de parler de ce qu'on va se dire la semaine prochaine, je voulais juste faire une petite remarque. Je vous invite à faire l'exercice suivant, c'est-à-dire vous reprenez un boire et vous remplacez le terme IA par le terme machine à écrire. Et vous verrez que toutes les phrases conservent leur sens. Donc ça donne une bonne image de la limite de ce dont on parle. Tout à fait. Donc bon, ça c'était un petit aparté. Écoutez, oui, la semaine prochaine, on va parler d'un sujet un peu différent. Je me suis dit que dans la période tourmentée que nous traversons, pour nous en sortir, il va falloir retourner les montagnes. Et pour retourner les montagnes, il nous faut la foi. et la foi, on peut la trouver dans une belle histoire. Donc, j'ai cherché à trouver la plus belle histoire entrepreneuriale qui soit pour essayer de sortir des enseignements de ça. Et finalement, la meilleure histoire que j'ai trouvée, c'est la nôtre. C'est l'histoire de la startup Homo sapiens. Donc, c'est ce dont je vais vous parler la semaine prochaine à travers d'un sujet particulier qui est celui de définir les nouvelles croissances qui nous attendent une fois qu'on sera un petit peu autorisé à sortir. Écoute, Christian, voilà. Merci. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre présence. Hein. Donc, on va communiquer, on va diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux parce que tout le monde, quoi qu'on en dise, n'est pas toujours disponible. En tout cas, pour des moments qu'on doit apprécier, je pense qu'on est sur des moments qui sont compliqués. Donc, c'est vraiment les moments qu'on doit apprécier pour les changer. Et aussi, pour rejoindre ce que voulait dire tout simplement François tout à l'heure et David, hein, que je rejoins, c'est prendre un peu de recul et aussi avoir cette volonté d'apprendre et d'avancer. Donc, je vous remercie tous. Je vous dis tous la semaine prochaine. Et puis surtout, plus important, c'est vraiment, comme on peut le dire, c'est pas bête, hein, mais c'est rester chez vous, c'est important. On a dans notre environnement des gens qui sont touchés par le Covid. Ça paraissait très abstrait et très subjectif, on va dire, comme démarche, mais non, c'est réellement le cas. Donc, prenez du temps, prenez soin de vous, de vos proches, et surtout, restez chez vous. Et surtout, on se dit vraiment à la semaine prochaine.